Imaginez investir des dizaines de millions d'euros pour construire une merveille d'ingénierie. Un truc gigantesque, genre un barrage avec un mur de béton massif de 370 mètres de haut. Ah ouais, un projet colossal. Exactement. Un projet conçu pour sécuriser l'eau de toute une région face aux sécheresses. Vous coulez le béton, vous fermez les vannes, et là vous découvrez une vérité ahurissante. Laquelle? Eh bien, plus votre barrage est grand, plus vous perdez d'eau. C'est le paradoxe incroyable auquel les ingénieurs d'aujourd'hui font face. Ah oui, c'est tout le problème de notre époque. Bon, décortiquons tout cela. Bienvenue dans notre analyse approfondie. Aujourd'hui, on explore la ressource la plus fondamentale qui soit, l'eau. Et notre mission, c'est de prendre des données climatiques mondiales et de les traduire en réalité hyper locales. Tout à fait. L'eau, ce n'est pas juste un élément du paysage, c'est vraiment le fil invisible qui relie l'agriculture, l'économie et notre survie, en fait. Absolument. Et pour ça, on s'appuie sur une étude scientifique pointue intitulée « Aperçu des observations et les tendances du changement climatique », zoom sur le Maroc. Et ce document est fascinant parce qu'il ne fait pas que des constats théoriques. Il modélise concrètement la réaction d'un futur barrage. Ouais. Et avant de parler des solutions ou de ce fameux barrage, il faut vraiment comprendre ce qui change à la base. L'étude pose un contexte lourd pour notre planète. Très lourd, oui. On sort de la période de 30 ans la plus chaude depuis au moins 1400 ans. Entre 1880 et 2012, la température mondiale a grimpé de 0,85 degrés. C'est ça. Et le document zoome sur le bassin méditerranéen. Les chercheurs le qualifient de hotspot, un véritable point chaud. Un hotspot, ça veut dire quoi concrètement pour ceux qui nous écoutent? En gros, c'est une zone qui subit le changement climatique de manière très amplifiée par rapport au reste du monde. On y observe déjà une baisse des pluies de 5 à 25 mm par décennie. Ah oui, quand même. Et si on regarde le Maroc spécifiquement, qui a déjà un climat majoritairement aride? Exactement. Entre 1961 et 2008, les températures au Maroc ont augmenté de 0,2 à 0,4 degrés par décennie. Et les pluies ont baissé d'environ 5% sur la même période, c'est bien ça? C'est ça. Deux courbes qui se croisent implacablement. Plus de chaleur, moins d'eau. Vous savez, j'aime bien utiliser une analogie pour ce genre de chiffres. 0,85 degrés, ça semble peu, mais pensez-y comme à un humain. Une fièvre de 2 ou 3 degrés, c'est la différence entre être en forme et être cloué au lit. C'est une excellente métaphore. Le métabolisme entier de la Terre est perturbé. Et les projections font froid dans le dos. Sous le scénario pessimiste, le fameux RCP 8.5, on parle d'une hausse pouvant atteindre 5,5 degrés d'ici 2100 au Maroc. C'est énorme. Mais il y a un chiffre encore plus frappant dans l'étude. Lequel? La chute du ruissellement dans les hauts plateaux marocains. Les modèles prévoient une baisse de 48 à 59% d'ici la fin du siècle. Attendez, quoi? Je veux m'arrêter là-dessus. On a une baisse de la pluie de quelques pourcents, mais le ruissellement s'effondre de presque 60%. Ouais, c'est ça. Mais pourquoi? Comment quelques millimètres de moins font un tel écart? Ce qui est fascinant ici, c'est la réaction en chaîne. Il faut bien séparer la pluie du ruissellement. D'accord. Le ruissellement, c'est juste l'eau qui coule vraiment sur le sol, c'est ça? Exactement. C'est l'eau qui finit dans les rivières. Et le problème vient d'une combinaison mortelle. Moins de pluie d'un côté et une chaleur extrême de l'autre qui booste l'évapotranspiration. Ah, l'évapotranspiration. C'est quand l'eau s'évapore du sol et que les plantes transpirent, non? Tout à fait. Imaginez les hauts plateaux comme une éponge géante. Avec la chaleur, cette éponge est sèche. Quand il pleut, le sol assoiffé absorbe tout. Les plantes pompent ce qu'elles peuvent pour survivre. Et le soleil tape par-dessus. Voilà. Le soleil agit comme un sèche-cheveux géant. Donc, la quantité d'eau qui arrive à échapper à cette éponge pour devenir utile aux rivières, elle s'effondre. C'est un effet ciseau redoutable. On perd l'eau par le haut avant qu'elle ne coule. C'est pour ça que la baisse du ruissellement est si disproportionnée. Et c'est là qu'on passe de la théorie à la pratique. L'étude nous amène au futur barrage de Sidi Abou. Oui, un cas d'école très précis sur la rivière Leben, dans le bassin du Sebou, dans la province de Taonat. Ce barrage a 3 missions, n'est-ce pas Evelyne? C'est ça. D'abord, fournir 3 millions de mètres cubes par an pour l'eau potable. Ça, c'est la priorité absolue, garantie à 100%. L'eau potable n'est pas négociable, normal. Ensuite? Irriguer les terres agricoles et protéger contre les inondations. D'accord. Et pour tester ce barrage face au climat futur, ils ont utilisé un logiciel. Le logiciel Ribassim, oui, c'est très puissant. Ils ont fait un crash test virtuel avec 3 tailles de barrages différentes. Des murs de 350, 355 et 360 mètres de haut. Exactement. Face à 3 scénarios climatiques. Le S0, le passé,
Le S1, le milieu du siècle avec 15% de ruissellement en moins. Et le scénario catastrophe, le S2, avec 30% de baisse à la fin du siècle. C'est là qu'ils intègrent un paramètre destructeur, l'évaporation directe du lac. Ouais, j'ai vu ça. Ils se basent sur le barrage voisin, Idriss Ier. Ils estiment l'évaporation à 1490 mm par an. Presque 1,5 m d'eau qui disparaît dans l'air chaque année sur toute la surface. C'est dingue. Comment on stocke de l'eau avec une perte pareille? C'est le combat dans les régions arides. Et les résultats du crash test sont clairs. Pour le plus grand barrage de 360 mètres, en scénario historique, on avait 40 millions de mètres cubes d'eau disponible. Et avec le scénario extrême de fin de siècle, Ça chute à 29 millions. 29 millions. Mais l'étude dit que les besoins en irrigation seuls sont entre 27 et 30 millions de mètres cubes. Exactement. Donc, même avec le plus grand barrage, on est à la limite de la rupture juste après avoir sécurisé l'eau potable. Et voici où cela devient vraiment intéressant. On se dit naïvement, pourquoi ne pas construire un barrage de 400 ou 500 mètres de haut dès le départ pour être tranquille? C'est très intuitif comme réflexion. Mais c'est là qu'on touche aux limites de l'ingénierie. C'est à cause des coûts, de la topographie? Oui, mais surtout à cause de cette fameuse évaporation. C'est de la géométrie simple. Un mur plus haut, ça veut dire que l'eau s'étale plus loin dans la vallée. Donc une surface de contact avec le soleil beaucoup plus grande. Voilà. Pour 360 mètres de haut, le lac fait plus de 833 hectares. C'est l'équivalent de plus de 800 terrains de football en plein soleil. Et plus la surface est grande, plus l'eau s'évapore. Si vous construisez trop grand dans un climat aride, vous atteignez un point critique. Le barrage perd plus d'eau par le haut qu'il n'en distribue par le bas. C'est le piège de la suringénierie. C'est exactement ça. L'infrastructure a ses limites. Un mur en béton ne fabrique pas d'eau, il la stocke. Donc si construire plus grand ne marche pas, il ne reste qu'une option. Changer notre façon de consommer l'eau. Les stratégies d'adaptation deviennent vitales. La gestion de la demande est la priorité numéro 1. Et le plus gros consommateur, on le sait, c'est l'agriculture. De très loin. L'étude cite que le secteur agricole pourrait voir sa production chuter de 15 à 40% entre 2010 et 2060. 40% de nourriture en moins, c'est l'effondrement économique assuré. Donc l'irrigation efficace, le goutte à goutte, ce n'est plus une option verte, c'est la survie. Tout à fait. Et il y a aussi l'optimisation de l'exploitation des barrages actuels. On utilise des règles de gestion ou règles courbes. Attendez, c'est quoi exactement ces règles de gestion? C'est ce qui indique à l'opérateur quand ouvrir ou fermer les vannes, historiquement basées sur le climat du passé. Ah, je vois. C'est un peu le manuel d'urgence du directeur du barrage. Mais si le manuel a été écrit quand il pleuvait 20% de plus? Eh bien, suivre ces règles aujourd'hui viderait le barrage en pleine sécheresse. Il faut des règles dynamiques, adaptées au nouveau climat. Super clair. Et l'étude parle aussi d'un autre souci majeur, la gestion des sédiments. L'envasement. Oui, un point crucial. Les rivières charrient de la terre, des roches, du sable lors des crues. Et tout ça finit au fond du barrage. Exactement, et ça réduit l'espace physique pour stocker l'eau. En fait, j'ai une image financière pour résumer tout ça. C'est exactement comme gérer un compte en banque pendant une forte inflation. Ah, c'est une bonne comparaison. Ouais, on ne peut pas juste demander un plus gros découvert autorisé, ça c'est le grand barrage. Il faut réduire ses dépenses, donc la demande agricole. Oui, couper les frais inutiles. Et il faut éviter les frais cachés qui grignotent le capital sur le compte. Et ces frais cachés, ce sont les sédiments qui prennent la place de l'eau. Si on relie cela à une perspective plus globale, c'est une métaphore parfaite. La vraie résilience, c'est l'intégration entre ces solutions techniques et le comportement humain. L'humain doit s'adapter, c'est inévitable. L'étude insiste énormément sur les solutions non techniques. Il faut sensibiliser le public, impliquer les agriculteurs locaux comme les décideurs nationaux. Parce que les ingénieurs peuvent construire l'outil parfait. Si on consomme mal, ça ne suffira jamais. C'est la société entière qui détermine la survie du système. Bon, si on résume notre exploration, c'est saisissant. Le climat méditerranéen change, l'eau devient rare, et le cas du barrage Sidi Abou prouve qu'on ne peut pas juste bétonner notre chemin hors de cette crise. Non, ça exige un mix d'infrastructures intelligentes et de changements profonds de comportement. C'est un sujet qui dépasse largement l'ingénierie. Tout à fait. C'est la base de la sécurité alimentaire. Et la sécurité alimentaire dicte le prix des denrées, la stabilité économique et sociale d'une région entière. C'est vertigineux de penser à ça chaque fois qu'on ouvre un robinet. Et pour clore notre analyse, je voudrais laisser notre audience avec une question. Une question essentielle. Ouais. Si les projections anticipent une telle rareté de l'eau dans quelques décennies à peine,
Comment cette course à l'eau transformera-t-elle la géopolitique régionale et les mouvements de population d'ici 50 ans? C'est la grande interrogation de demain. Exactement. Merci de nous avoir accompagnés dans cette plongée au cœur de nos sources. Continuez à questionner et à explorer ce monde complexe. À très bientôt.